Bientôt 15h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour l'après-info. À la une, solidarité, recueillement. Un rassemblement citoyen a eu lieu en fin de matinée à Annecy. Au programme, hommage aux 6 blessés ainsi que des remerciements aux héros du quotidien qui ont tenté de maîtriser l'assaillant ou de secourir les victimes. Il n'y a pas d'autre choix que de répondre par l'unité, a déclaré le maire de la ville dans son discours. Également dans l'actualité de ce dimanche, une fillette a été tuée par arme à feu hier soir dans un pré dans le Finistère à Plonévez du Faou. Ses parents ont été blessés. La petite sœur aurait réussi à se réfugier dans une maison voisine. À l'origine, c'est une altercation qui a éclaté entre cette famille et un voisin. Le parquet de Quimper va communiquer cet après-midi. Autre titre à la une également, l'église de Carnac vandalisée, tout rasé comme les menhirs. Une nouvelle intimidation taguée sur la façade de l'édifice classé au monument historique. Après les menaces envoyées au maire de la commune par des opposants au projet très controversé de construction d'un magasin de bricolage et dont un archéologue amateur estime qu'il aurait détruit une quarantaine de petits menhirs. L'empathie et le courage forment le premier rempart contre la folie humaine. 3 jours après l'attaque au couteau à Annecy, le maire s'est exprimé à l'occasion d'un rassemblement citoyen ce dimanche en fin de matinée. Discours, chant, recueillement. Un hommage a été rendu dans le parc du Paquier aux 6 blessés, donc où 6 personnes ont été blessées, donc 4 enfants victimes de l'assaut de ce réfugié syrien désormais en détention provisoire. David Couloum, Valentin Révolier, Dorine Janias avec Théo Bassilana. Sous un soleil radieux et accompagné d'une mélodie de Juliette Gréco, le maire d'Annecy compte bien parler d'amour et d'union dans son discours. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Ce lieu nous permet aujourd'hui de faire preuve d'une vraie solidarité. Il n'y a pas d'autre choix que de répondre par l'unité, par la communion et par l'espoir. Ces mots-là, nous devons les faire vivre, les défendre à tout prix. Des plus grands aux plus petits, ils sont des centaines à s'être réunis ce dimanche au bord du lac d'Annecy, à quelques mètres du lieu de l'attaque. Le visage grave, les pensées dirigées vers les 6 victimes, dont les 4 enfants. S'en prendre à des enfants, attenter à leur intégrité physique, c'est évidemment ce qu'il y a de plus lâche. Parce que l'enfance est sacrée. Elle représente la vie et même davantage, c'est la poésie de la vie. À la fin des hommages à l'unisson, le public lance une Marseillaise. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Une communion pour célébrer les victimes et les héros de l'attaque. C'était important pour moi d'être ici. Je suis annécienne, je suis une maman, je suis une mamie. J'ai joué dans le square où il y a eu l'attentat. Et voilà, moi, il fallait qu'il soit là, présent. Tout le monde semblait uni, qu'il y avait une solidarité, de voir que les gens ne vont pas oublier. C'était aussi pour rendre hommage à tous les soignants d'Annecy, Genève, Grenoble, donc qui prennent en charge ces enfants. Une fresque a été offerte à la ville pour rendre hommage aux victimes. 3 personnages réunis autour de la même lumière et du même paysage, celui du lac et du parc d'Annecy. Le rassemblement a également été l'occasion de saluer le courage de ces quelques anonymes qui ont essayé de stopper l'assaillant ou encore de porter assistance aux blessés. Marilyn est l'une d'entre eux, mère de famille, assistante maternelle et réserviste de la gendarmerie. Elle est intervenue jeudi pour tenter de sauver des enfants blessés. Alors moi je suis arrivée, je pensais au départ que c'était la mamie qui avait été touchée puisque je l'ai vue se débattre avec l'assaillant à main nue. Il faut le dire, elle a eu un courage exemplaire et ça me brise le cœur juste d'en parler quand je revois la scène. Elle ne pouvait pas faire grand-chose, la pauvre, elle était toute seule à ce moment-là. Donc je comprends en fait vite que ce sont les 2 petits qui ont été touchés et pas la dame. Et là, ben oui, forcément, on est formé au premier secours en tant qu'assistante maternelle et en tant que gendarme réserviste, un double casquette. Donc forcément, oui, on prodigue les premiers secours comme on peut et surtout sur 2 petites jeunes victimes, si jeunes en tout cas. En fait, je reste choquée, un peu sidérée, un peu bouche bée en fait. J'ai encore du mal à remettre tout dans l'ordre et à réaliser qu'en fait ça s'est vraiment passé et qu'on parle d'une ville comme Annecy, d'un parc pour bébés, qu'on parle de très jeunes victimes de 2 ans, donc l'incompréhension, ouais, complètement.
Alors parmi les 6 victimes de l'attaque, seul l'un des 2 adultes est sorti de l'hôpital. Les 5 autres blessés sont toujours hospitalisés, mais leurs pronostics vitaux ne sont plus engagés. C'est ce qu'a indiqué hier la procureure de la République d'Annecy. Et Alba est l'une de ces victimes. Elle n'a que 2 ans et demi. Son arrière-grand-mère, toujours sous le choc, a livré à notre micro un témoignage très émouvant. Même si Alba n'est plus entre la vie et la mort, la petite reste encore sous surveillance. On a eu un début de bonne nouvelle, puis après... pas bonne, alors j'attends. Enfin, j'ai de l'espoir, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Jusqu'à présent, aujourd'hui, un peu. Aujourd'hui, oui. Mais on est une grosse famille, on est très proches, alors disons que pour le moment, on est tous dans la souffrance, voilà. On n'a pas l'esprit à analyser certaines choses. On pense qu'à notre petite, voilà. On n'arrive pas encore à réaliser. Non. C'est trop dur, voilà. Alors sur le plan judiciaire, l'assaillant mis en examen hier, notamment pour tentative au pluriel d'assassinat, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire d'Éton en Savoie. Par sécurité, il a été placé à l'isolement dans une cellule dite anti-suicide. Le point sur ses conditions de détention avec Clément Gauvin, Barnabé Océa, Simon Pires de Souza avec Milan Argelas. Il est arrivé au centre pénitentiaire d'Éton sans dire un mot. Fouillé par le personnel, Abdel Massiach a ensuite été placé en cellule anti-suicide par le chef d'établissement. On connaît le risque suicidaire de ce détenu, donc il y a tout un protocole à mettre en place parce que la mission première de l'administration pénitentiaire, c'est de pouvoir garantir l'intégrité physique de la personne détenue afin qu'elle fasse face à la justice. Une mesure provisoire en attendant que le détenu soit pris en charge par les médecins. Pendant 24 heures, Abdel Massiach sera isolé des autres prisonniers et constamment surveillé par des caméras et des rondes fréquentes. La cellule est dépourvue d'objets ou d'éléments lui permettant de passer à l'acte. C'est une cellule qui est spécifique pour les personnes qui sont en crise suicidaire, c'est-à-dire qu'il n'y a il n'y a pas de patère, il n'y a pas de, le matelas est mifugé, il n'y a pas de source de feu. Il peut être même habillé avec une tenue en papier qui ne lui permet pas justement d'essayer de se pendre, tout simplement. On puisse être certain qu'il n'attend pas ces jours. Seul dans sa cellule, il l'est aussi lors d'activités ou durant les promenades. En revanche, il conserve son droit de communiquer avec l'extérieur de la prison, par écrit, par téléphone ou lors de visites. Il y a un accueil qui est obligatoire pour tous les détenus, peu importe des faits qu'ils ont commis à l'extérieur. Comme il est à l'isolement, il devra être vu 2 fois par semaine par un médecin. L'administration pénitentiaire et la justice pourront, entre autres, décider de l'entendre à nouveau. Jusqu'à présent, le suspect ne dit rien de ses motivations et reste mutique face aux enquêteurs. Mélanie Bertrand, on parle de ces conditions de détention avec vous également, parce qu'il y a toujours cette donne qui n'a pas changé. C'est que depuis son interpellation, puis sa garde à vue, puis sa mise en examen, sa présentation à un juge, et maintenant même lors de sa détention provisoire, cet assaillant, il n'a toujours pas parlé. Non, effectivement, pendant les 48 heures de garde à vue qui ont été très difficiles, c'est ce qu'a dit la procureure d'Annecy hier, il n'a pas donné de clé, il ne s'est pas expliqué, il s'est roulé par terre, il a refusé de sortir de sa cellule. On a vu même au moment de son transfert hier vers le palais de justice, on l'a vu sortir du commissariat sanglé sur une chaise parce qu'il refusait de quitter les lieux. Il n'a donné aucune clé de compréhension. Il ne s'est pas du tout expliqué sur son mobile et pas plus lors de la présentation au juge d'instruction qu'il a mis hier en examen. Donc évidemment, les Français, l'opinion publique et en premier lieu les victimes, les familles de ces jeunes enfants qui ont été blessés, les 2 personnes qui ont été blessées ont besoin de comprendre, si tant est qu'il y a un mobile rationnel, en tout cas de comprendre ce qui a pu lui passer dans la tête. Est-ce que c'est un acte qui était prémédité? Est-ce que c'est quelque chose qui était mûrement réfléchi? Est-ce qu'il a eu une bouffée délirante? On rappelle que pendant sa garde à vue, il a vu 2 fois un médecin ainsi qu'un psychiatre et les 3 ont estimé que son état de santé était jugé compatible. Pour autant, la procureure a dit qu'à ce stade, il était trop tôt pour dire si oui ou non il y avait présence ou pas d'une pathologie mentale. Ça, c'est l'instruction qui le dira et précisément les experts, les psychiatres qui vont le rencontrer à plusieurs reprises. Pour l'instant, il est, vous le disiez, placé en détention au sein d'un centre pénitentiaire classique. On verra au fur et à mesure de l'instruction s'il doit être interné ou pas et s'il est, à l'issue de cette instruction, accessible à une sanction pénale ou pas. Merci beaucoup Mélanie. Alors qu'est-ce qui a poussé cet homme de 31 ans à passer à l'acte? On n'en sait pas plus pour l'instant sur ses motivations. Jules Boiteau.
Depuis son interpellation, il est resté totalement silencieux devant les policiers, mais aussi face au juge d'instruction. Pourquoi Abdelmassi H s'en est-il pris à de très jeunes enfants dans cette aire de jeu au bord du lac d'Annecy? Un endroit où il a été vu à de nombreuses reprises dans les jours qui précèdent l'attaque, notamment par Lilian, loueur de pédalo. Il était là en fait depuis le début de la semaine, il passait ses journées sur un banc juste en face de notre ponton avec son sac du coup. Je me souviens d'avoir vu passer avec ma collègue des rangs d'enfants et il s'est retourné longuement pour les regarder. Lors de son interpellation, les policiers retrouvent sur l'assaillant 2 images chrétiennes et une croix qu'il porte autour du cou. Selon des témoins cités par la procureure de la République d'Annecy, pendant l'attaque, il évoque le nom de Jésus, mais aussi celui de ses proches. Donc je lui disais en anglais « Why you do that? What are you doing ?» Et il parlait de sa fille, il disait « My daughter, my wife ». Avant son arrivée en France fin octobre 2022, un long parcours d'une dizaine d'années à travers l'Europe, après avoir quitté la Syrie en décembre 2012. Une trajectoire qui interroge. Pourquoi quitter la Suède? Pourquoi tenter de demander l'asile en Italie, puis en Suisse, puis venir en France? Pourquoi cette errance en France en étant SDF à Annecy? Puis pourquoi ce passage à l'acte que rien n'explique? Et la procureure l'a redit, il n'y a pas de mobile terroriste apparent. Pas de mobile terroriste retenu, ni d'antécédents psychiatriques. Examiné une première fois, son état a été jugé compatible avec la garde à vue. Les enquêteurs espèrent des aveux. Il y a forcément un élément déclencheur. On sait qu'il a attaqué des enfants qui ont à peu près le même âge que le sien. Bon, il y a des zones qui vont devoir être éclaircies. Peut-être qu'il va s'exprimer. En tout cas, moi, je pense que le rôle d'un avocat à ce moment-là, c'est d'accompagner son client pour qu'il puisse être compris le mieux possible et expliquer sa personnalité au mieux. L'assaillant a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec arme et placé en détention provisoire. 15h41 également dans l'actualité, cet autre drame survenu hier soir. Ça s'est passé au sein d'une famille britannique à Plovenay-du-Faou dans le Finistère. Une enfant de 12 ans a été tuée par arme à feu. Ses parents blessés. Mélanie Bertrand, on en sait un peu plus. Ça vient de survenir, mais un voisin en tout cas a été interpellé pour le moment. Effectivement, un homme est en garde à vue. Les faits se sont passés hier soir aux alentours de 22h, un petit peu avant 22h. Il y a une famille, donc le père, la mère et leurs 2 filles qui ont 8 et 11 ans, d'après les premiers éléments dont on dispose, qui sont à l'extérieur de chez eux, visiblement dans le jardin du domicile familial. Et ils sont visés par un ou plusieurs tirs d'armes à feu. Ce serait le voisin de la maison mitoyenne juste à côté qui a fait usage de son arme, qui aurait tiré, d'après une source proche de l'enquête, à travers la haie qui sépare les 2 maisons. L'une des enfants parvient à prendre la fuite. Elle va se réfugier chez des voisins à côté. Elle donne l'alerte et quand les secours arrivent sur place, ils trouvent sa grande sœur, donc âgée de 11 ans, qui est décédée. Alors une source me disait qu'on ne savait pas encore si c'était le tir d'arme à feu avec certitude qui était à l'origine du décès ou si la petite avait pu faire une mauvaise chute. Toujours est-il que cet enfant de 11 ans est décédé et ses 2 parents sont retrouvés à proximité, également blessés. Le père a 52 ans. Il est retrouvé inconscient, blessé à la tête, et son épouse, 49 ans, est-elle blessée au dos et à la tête. Et effectivement, vous le disiez, ce serait un conflit de voisinage qui serait à l'origine de ce drame terrible. Le voisin qui a tiré s'est retranché chez lui dans un premier temps, puis il a été interpellé par les gendarmes qui sont arrivés sur place avec son épouse. Ils ont été tous 2 placés en garde à vue dès hier soir et le sont toujours d'après nos informations. Quant aux 2 parents qui ont été blessés, ils ont été transportés à l'hôpital sans pronostic vital engagé. Merci beaucoup Mélanie pour toutes ces précisions. L'actualité nous emmène également à Carnac ce dimanche, en Bretagne toujours, où l'église Saint-Cornélie a été retrouvée vandalisée ce matin. Célia Juste-Freddy, vous êtes notre envoyé spécial devant cet édifice classé au monument historique. Un tag écrit sur la façade fait référence au projet très controversé de construction d'un magasin de bricolage. Oui, c'est assez impressionnant. Cette nuit, regardez, l'église de la ville de Carnac, un joyau du XVIe siècle, a été tagué. Alors ce matin, les services de la ville ont effacé la plupart des graffitis, mais on peut encore en voir ici sur les portes de l'entrée de cette église et lire donc tout rasé comme les menhirs. Alors cela fait écho à la dernière polémique qu'il y a dans cette ville. En effet, un monsieur bricolage est en train d'être en construction dans une zone industrielle un peu en dehors de la ville et des menhirs auraient
été détruit pour la construction de ce bricolage, mais pour le moment, on ne sait pas encore la valeur historique, archéologique de ces menhirs. En plus, il ne faut pas s'imaginer ceux que l'on voit sur les abords des routes de Carnac, dont des gros menhirs. Ce n'est pas le cas. On parle ici d'un muret de pierre d'environ 60 cm. Alors ici, cela fait débat, surtout que le maire est menacé depuis plusieurs jours de mort, ainsi que sa famille. On a pu lire « on va brûler ta maison », par exemple. Des menaces très importantes, à tel point que le maire est placé sous protection policière au cas où, à cause de ces menaces. On vient d'assister à une petite manifestation, une dizaine de personnes qui étaient présentes devant le musée bricolage, mais plein d'habitants nous disent ici qu'il ne s'agit pas vraiment de vrais menhirs, historiques. Alors ici, ça fait débat, mais comme vous pouvez le voir, certaines personnes continuent donc de taguer certains endroits comme cette église, un joyau du XVIe siècle. Merci beaucoup pour ces précisions. Célia Justfredi avec Morgane Dumont en direct de Carnac pour BFM TV. On en vient à présent à la Colombie qui célèbre ce miracle dans la jungle, comme elle appelle. Ils n'ont que 1, 4, 9 et 13 ans. Mais ils ont survécu seuls dans la dense forêt amazonienne pendant 40 jours. Après avoir déjà survécu au crash de leur avion le 1er mai, très éprouvés, amaigris. Comment ont-ils survécu dans de telles conditions? Pierre-Henri Olderbaum, Jules Boiteau. Une première nuit dans un lit après 40 jours passés dans la jungle. Dans leur pyjama, épuisés mais soulagés, les 4 enfants colombiens miraculés ont reçu la visite du président mexicain Gustavo Petro à l'hôpital militaire de Bogota. Là-bas, c'est le soulagement pour les familles. Tous sont désormais hors de danger. Ils sont dans la phase de récupération. Pour l'heure, ils se réhydratent seulement. Après la situation très compliquée qu'ils ont vécue, ils ne peuvent toujours pas manger de nourriture. Dans le monde entier, la même question. Comment 4 enfants de 1 à 13 ans ont-ils pu survivre 40 jours livrés à eux-mêmes dans la jungle amazonienne de Colombie? Selon les premiers témoignages, c'est grâce à l'aîné Leslie qui a réussi à nourrir la fratrie, originaire du groupe indigène Huitoto. La survie des enfants est la démonstration de la connaissance et de la relation qu'entretiennent les indigènes avec la nature. Un lien enseigné dès le ventre de la mère. Mais pour Ingrid Betancourt, otage pendant plus de 6 ans dans cette même jungle, leur survie est un miracle dans un lieu si hostile. Il y a très peu de choses à manger, il n'y a pas de fruits. Il faut aussi faire très attention parce que toutes les plantes ne sont pas comestibles, il y a beaucoup de plantes dangereuses. Est-ce qu'ils se sont nourris de petites bêtes, de petits insectes? Comment est-ce qu'ils ont fait pour aller chercher de l'eau? C'est très étonnant. Moi, je dois dire que je n'ai pas encore d'explication. Pour l'armée nationale colombienne, le travail n'est pas fini. Personne n'est laissé pour compte, écrit-elle sur Twitter. Le chien de recherche Wilson, le premier à avoir retrouvé la trace des enfants, est introuvable après s'être perdu dans la jungle. Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique santé. Prenez soin de vous. Votre programme avec Hyperbureau, fournisseur de tous vos équipements pour votre bien-être au bureau. Hyperbureau, hyper pro, hyper proche. En rapportant mes médicaments non utilisés en pharmacie, je participe à la protection de l'environnement. Votre programme avec Cyclamed. Pour faire simple, le service d'accès aux soins est parti d'un constat. Au moins la moitié des appels reçus par le centre 15, le SAMU, ne relèvent pas d'une urgence vitale. Donc elle est tombée d'une chaise à 11h30, suite à une mauvaise manœuvre ou parce qu'elle a eu un malaise? D'accord, je vais vous demander d'aller à côté d'elle et je vous mets en relation avec le médecin, ne quittez pas. Et en fait, ce système est mis en place pour éviter que des patients attendent des heures et des heures aux urgences, parce que c'est le vrai problème, alors que ce ne sont pas des urgences. Et donc là, un système concret a été mis en place de partenariat entre la ville et l'hôpital, avec d'ailleurs des médecins régulateurs qui ne sont pas que des médecins urgentistes et peuvent tout simplement donner des conseils. Ou bien orienter vers un cabinet de radiologie ou toute autre consultation disponible en ville, régler en fait tout ce que l'on appelle les soins non programmés. Sur les 220 000 appels que nous recevons annuellement au SAMU, au centre 15, 50% des patients ne vont pas à l'hôpital parce que le médecin régulateur de la permanence des soins ou du SAMU donne un conseil médical, conseille d'aller voir le médecin traitant ou trouve dans l'offre de soins non programmés proposée en ville une solution pour éviter aux patients d'aller à l'hôpital. Grâce aux moyens supplémentaires du SAS, ce chef de service a pu rénover la plateforme d'appel, embaucher une vingtaine d'assistants de régulation médicale pour décrocher et 2 médecins généralistes en plus.
Alors, les embauches qui sont en vue ces prochains mois, parce qu'on le sait, la consigne est donnée de façon très régulière, elle vous est rappelée d'ailleurs, eh bien, il faut appeler le 15 avant de vous rendre aux urgences. Et d'ailleurs, ce service anticipe une augmentation de l'ordre de 30% des appels. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre programme avec Hyperbureau, fournisseur de tous vos équipements pour votre bien-être au bureau. Hyperbureau, hyper pro, hyper proche. En rapportant mes médicaments non utilisés en pharmacie, je participe à la protection de l'environnement. C'était votre programme avec Cyclamed. Restez avec nous à suivre sur BFM TV et nous reviendrons sur cette cérémonie d'hommage aux victimes de l'attaque au couteau à Annecy jeudi. Hommage également et remerciements aux personnes qui ont participé au sauvetage de ces quelques victimes. Vous le voyez, beaucoup de monde rassemblé pour entendre ces discours, ces chants et participer au recueillement. L'assaillant, lui, a été placé en détention provisoire. Il est en cellule anti-suicide. On en parle dans notre journal à 16h. À tout de suite. Kia présente un modèle d'inspiration. J'ai eu l'idée de faire des mannequins robots qui permettent à la mode de concevoir, produire et vendre mieux dans toutes les tailles, afin que la mode soit plus inclusive et aussi plus écologique. On est dans la robotique et on s'inspire beaucoup, pour être honnête, de l'automobile. Il y a plein de bonnes pratiques à récupérer. D'abord dans la conception de produits qui seront très vite industrialisés, dans la sécurité, la fiabilité des composants et des assemblages, dans la mesure où on a un robot qui est évolutif. Et puis on a les mêmes enjeux, on a des enjeux de durabilité, d'adaptation du produit parce que les consommateurs vont changer mais qu'on est sur des produits qu'il va falloir faire évoluer. Donc on s'est inspiré et on continue à s'inspirer de l'automobile. On fait une véritable rupture technologique et c'est ça qui motive tous les jours. Kia vous a présenté un modèle d'inspiration avec Sportage. Kia. Movement that inspires. Tous les outils pour entretenir facilement votre jardin. Gamma batterie par Stihl. Chez les revendeurs Stihl agréés et désormais sur Stihl.fr. Papa? Vas-y, mollo. Pas ici, papa. Un jour, tu seras moi. Nouveau Skoda Enyaq Coupé i-Vie 100% électrique à partir de 369 € par mois seulement grâce au bonus écologique. On ne choisit pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Achetez, louez, vendez sur le site immobilier préféré des Français. Ah, Se Loger, vous avez les clés. Philippe, j'ai un défi pour toi. Si tu perds entre 10 et 15 kilos d'ici cet été, eh ben on va taper la balle. C'est une super déclic pour se motiver et aller jusqu'au bout. Je m'éclate. Avec 12 kilos de moins, on a quand même beaucoup plus d'énergie. Bravo Philippe, je suis super fier de toi. On peut rejouer ensemble à moins 18 ? Chiche, je signe. Et merci comme chaîne. Alors faites comme Philippe et boostez votre perte de poids avant cet été avec l'offre Turbomax. Rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. Que voyez-vous ici? L'histoire ou bien l'avenir? Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable. Rechargez vos émotions. Découvrez Alfa Romeo Tonale à partir de 390 € par mois. Retrouve-moi. Je suis là. L'homme et la nuit de l'homme. Yves Saint Laurent.
Coucou la France! Devinez quoi? J'ai un scoop pour vous. Bah si. En flashant ce QR code, vous pouvez voir qui est le moins cher autour de vous directement dans l'appli Mon Leclerc. Bon, perso, je vous cache pas que moi je crois connaître la réponse à cette question, mais c'est moi quoi. Leclerc. Quand on rénove sa maison, qu'on cherche à consommer moins par exemple. Qu'on choisit des matériaux faits pour durer plus longtemps. Ce qu'on fait chacun à notre niveau, ça profite à tout le monde. Parce qu'après tout, on vit tous sous le même toit. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Coucou Serge. Oh zut, j'étais sûre que vous rentriez le 23. Bon bah rappelez-moi à votre tour. Bisous. Pas grand-chose. C'est ce qui s'est passé chez Jeanne et Serge pendant leurs vacances. Et c'est aussi ce qu'ils payent pour protéger leur domicile. Orange Maison Protégée, alarme et télésurveillance. Orange. Vous êtes qui, vous? Martha. T'avais mal, je t'ai soigné. Vous êtes rebouteuse? Je préfère guérisseuse. J'ai pris ton mal. Et il y en a des mal là-dedans. Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux. Tiens, la première escalope. J'avais 10 ans. Avant de m'entraîner sur les humains, j'en ai eu des cobayes. Des cobos. C'est fou tout ce qu'on croise en ville en 30 secondes. Des protéases acérines qui jouent de la musique. Des sandwichs à base d'algorithmes de profilage nutritionnel. Ah, des cortex cérébraux qui révisent leurs examens. Mais pas que. Des chondrocytes qui assurent en skate. Et tout ça, grâce aux recherches de l'INSERM. C'est fou, non? On gagne tous les jours à s'intéresser à la santé. INSERM. Révélez enfin vos super pouvoirs. En ce moment, jusqu'à 3 300 € d'avantages clients sur une large sélection de SUV coupés Taigo, disponible immédiatement. Volkswagen. Votre météo avec la douche solaire Ozlock. Eau rafraîchissante ou chauffée par le soleil. Ozlock, la douche économe. Détendez-vous devant votre programme avec Europe Assistance. On peut s'en passer, sauf quand on en a besoin. Regardez la météo avec Abeille Assurance. Abeille Assurance, donnez des ailes à votre avenir. Encore des conditions sous surveillance, puisque nous n'en avons pas fini avec cette instabilité sur de nombreuses régions. Encore pour cette journée de dimanche, l'axe principal à surveiller va s'étendre ce dimanche des régions du nord jusque sur le sud-est. Encore, toujours par évolution diurne, des orages parfois forts, parfois accompagnés de grêles qui, en peu de temps, peuvent déverser de bons cumuls de pluie. Soyez prudents. Demain matin, on va retrouver encore et déjà de l'instabilité sur le sud-ouest, sur le centre-est, jusque sur l'arrière-pays provençal. Tout cela aura tendance à remonter, mais dans une moindre mesure vers l'Île-de-France. Il y aura pas mal de nuages bas près des côtes de la Manche. Ailleurs, ce sera plutôt ensoleillé, toujours très largement ensoleillé sur le quart nord-est et notamment sur l'Alsace. Vous conserverez d'ailleurs encore dans l'après-midi de très belles éclaircies des Hauts-de-France jusque sur l'Alsace. On retrouvera en revanche cette activité de plus en plus marquée qui gagnera du terrain sur une très large moitié sud jusque vraiment sur le sud de l'Île-de-France. Donc de l'instabilité généralisée, des orages toujours parfois forts accompagnés de grêles, prudence. Les températures, encore un temps lourd et donc orageux évidemment en matinée. Déjà 17 à Lille, à Paris, 18 degrés sur le sud-ouest, 21 entre Perpignan et Nice, et dans l'après-midi ça monte encore d'un cran sur les régions du nord. Regardez sur le quart nord-est, on sera dans des valeurs comprises entre 29 et 32 degrés. Ce sera pour Lille, 30 degrés à Dijon, 31 ce sera pour Strasbourg, et c'est d'ailleurs là qu'il fera le plus chaud. On attend 28 degrés de moyenne sur le sud-ouest, 28 également à Marseille. Un coup d'œil rapidement à votre journée de mardi avec encore ce même scénario dans un flux continental, de très larges éclaircies au nord, de l'instabilité orageuse toujours sur la moitié sud. Votre météo avec la douche solaire Ozlock. Eau rafraîchissante ou chauffée par le soleil. Ozlock, la douche économe. Détendez-vous devant votre programme avec Europe Assistance. On peut s'en passer, sauf quand on en a besoin. Regardez la météo avec Abeille Assurance. Abeille Assurance,
Donnez des ailes à votre avenir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h. Hommage et recueillement à Annecy, 3 jours après l'attaque au couteau qui a fait 6 blessés, dont 4 enfants. Une cérémonie de soutien aux victimes a eu lieu ce matin. Nous serons sur place dans ce journal. L'assaillant, lui, a été placé en cellule anti-suicide dans une prison en Savoie. On en parlera avec Mélanie Bertrand. À la une également, cette fillette de 11 ans tuée par arme à feu hier soir dans un pré dans le Finistère à Plovéné-du-Faou. Ses parents ont été blessés. Son père est en état d'urgence absolue. La petite sœur avait réussi à se réfugier dans une maison voisine. Une altercation qui a éclaté entre la famille et un voisin. Le parquet de Quimper a ouvert une enquête pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et tentative d'homicide volontaire. 8 blessés, dont une en urgence absolue. Un mariage qui tourne mal à Cléry-Saint-André, dans le Loiret, où un véhicule a percuté hier après-midi des invités devant la mairie. Les premières investigations écartent l'hypothèse d'un acte intentionnel. Le conducteur négatif à l'alcool et aux stupéfiants aurait perdu le contrôle de son véhicule. Et puis les menaces continuent à Saint-Brévin. La nouvelle maire qui a pris la suite de Yannick Morez, qui avait dû démissionner, a elle aussi été ciblée par des opposants, notamment d'extrême droite. Les tensions dans cette ville de Loire-Atlantique ne retombent pas. L'heure est au recueillement à Annecy, 3 jours après l'attaque au couteau qui a fait 6 blessés, dont 4 enfants. Un rassemblement citoyen a eu lieu ce matin sur les lieux du drame en soutien aux victimes. Une fresque a été offerte à la ville. Anne-Sophie Varmont, vous êtes sur place pour BFM TV. Anne-Sophie, c'est une cérémonie pleine d'émotions qui a eu lieu. Oui, tout à fait, beaucoup d'émotions et tous les Annéciens nous disaient qu'ils avaient besoin de ce moment de recueillement, de se retrouver ensemble. Et vous le voyez, juste au niveau de ce parc où a eu lieu l'attaque, il y a encore énormément d'objets qui sont déposés pour les enfants, que ce soit des peluches, des fleurs, des petits mots. Le but, en fait, c'est de montrer la solidarité de tous les Annéciens avec les victimes. Je vous laisse écouter certains des habitants que nous avons rencontrés avec Simon Pires. C'est important de ne pas être indifférent à tout ce qui se passe. Et dans un monde où l'individualité prime, les personnes de notre génération en ont souvent conscience, c'est réconfortant de voir autant de monde se rassembler pour une bonne action. C'était important dans le sens où tout le monde semblait uni, qu'il y avait une solidarité, de voir que les gens ne vont pas oublier. C'est une atrocité, on peut le qualifier de plein de choses, donc c'était important pour moi d'être ici. Je suis annécienne, je suis une maman, je suis une mamie, donc voilà. Évidemment, tout le monde est touché par cette histoire. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est heureusement qu'ils sont tous sauvés, quoi. Donc vous voyez, pour tous les Annéciens, c'est très important de se retrouver. Et pour ceux qui ont besoin de parler, je vous rappelle que le numéro de la cellule psychologique est toujours en place. C'est la procureure qui l'avait rappelé. Et aussi, la mairie a mis en place des recueils pour tous ceux qui voudraient déposer un petit mot à destination des familles des victimes. Merci Anne-Sophie Varmont avec Benjamin Danan en direct de Annecy. Quelle réponse apporter après cette attaque? Écoutez, la réponse du maire d'Annecy s'est exprimée dans un discours lors de cet hommage. Si je m'adresse à vous en tant que maire de notre ville, je viens aussi vous parler en tant que père de famille, en tant qu'être humain qui, tout comme vous, est horrifié et meurtri par cette attaque. Votre inquiétude, je la ressens, je la partage. Annecy est aujourd'hui une famille, et quand on touche aux membres d'une famille, tous les autres sont impactés, touchés. Il n'y a pas d'autre choix que de répondre par l'unité, par la communion et par l'espoir. Ces mots-là, nous devons les faire vivre, les défendre à tout prix. Nous sommes en direct avec Stéphane Foussier. Bonjour, merci d'être avec nous, docteur en psychologie et expert judiciaire, président de l'Association des psychologues de Haute-Savoie. Vous êtes formé en victimologie, spécialiste de l'accompagnement des victimes. En quoi ces moments sont-ils importants, ces moments d'hommage, de recueillement après un tel drame? Bonjour, alors je pense qu'effectivement pour la population, il y a un besoin aussi de pouvoir se recueillir, et puis dans ce recueillement, il y a un besoin aussi de faire face, des stratégies de coping. Stratégie de coping, ça veut dire tout simplement, to cope with en anglais, faire face à une situation. C'est-à-dire que là, le moment où le traumatisme vient créer une atemporalité, ça va permettre aussi
ces stratégies de coping de reprendre du mouvement. Et ce qui est important, vous voyez, face à, évidemment, il y a un temps pour l'émotion, une stratégie de coping qui est centrée sur l'émotion. Et après coup, il y a une stratégie de coping qui est centrée aussi sur la recherche de solutions. Donc, pour les parents, c'est aussi une manière de pouvoir en parler aussi entre eux, trouver des ressources. Alors, évidemment, il y a, pour ceux qui ont été touchés vraiment de près, il y a les cellules d'urgence médico-psychologique, donc mes collègues de psychologues de la CUMP qui ont pris en charge 176 personnes sur cette première journée du jeudi, et puis qui ont mis en place après des cellules d'écoute également. C'est ce que vous disiez, il y a une écoute, une réponse à apporter très différente et individualisée en fonction qu'on est une victime directe, on va dire, de ce type d'acte, ou indirect. Il y a même aussi ces personnes qui ont été peut-être choquées par la médiatisation de ces faits ou qui les ont vus tourner sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de réponses très différentes à apporter. Oui, alors effectivement, on a aussi toutes les victimes secondaires, c'est-à-dire les personnes, les enfants aussi y compris, qui vont être face à des vidéos qu'ils ne devraient pas voir. Et donc ils sont aussi impactés, ces enfants, vous savez, tout simplement de ce qu'ils entendent dans la cour de récréation. Pour ceux qui n'ont pas été, où les parents n'ont pas pu en parler, ils peuvent aussi être impactés de manière très anxieuse, c'est-à-dire que cette idée un petit peu de traumatisme vient les impacter là où ça ne devrait pas. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un accompagnement sur le long terme. Alors oui, bon, il ne faut pas non plus surpsychologiser, on est bien d'accord que, vous savez, on fait face depuis de nombreuses années à beaucoup de difficultés. On a eu les attentats en 2015, on a eu le Covid par la suite. Je pense que tout parent aussi a beaucoup de ressources maintenant pour pouvoir parler avec leurs enfants, pour pouvoir leur expliquer les choses, leur montrer aussi le monde qui n'est pas un monde si dangereux, même si effectivement l'actualité nous montre un petit peu le contraire. Je pense qu'il faut que les parents puissent expliquer aux enfants qu'on est face à une situation extraordinaire. Et une situation extraordinaire, ça n'intervient pas tous les jours. Il y a besoin de rassurer là, vraiment, que les parents puissent aussi rassurer leurs enfants. L'école le fait d'ailleurs, il y a beaucoup de cellules d'écoute dans les écoles évidemment, et puis les enseignants, l'éducation nationale est en première ligne aussi pour rassurer les enfants. Merci Stéphane Foussier, docteur en psychologie, expert judiciaire et président de l'Association des psychologues de Haute-Savoie, de nous apporter votre expertise. On aimerait à présent vous faire écouter ce témoignage important, celui d'une femme. Elle a accueilli l'assaillant en bas de chez elle pendant plusieurs mois. Il n'avait selon elle jamais posé de problème. Il logeait en bas de chez nous, dans le hall de l'immeuble, depuis un petit peu avant Noël, il me semble. Et c'est vrai que quand on l'a vu, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? On est tous des êtres humains et l'hiver à Annecy est froid et glacial. Et on a décidé de le laisser loger en bas de chez nous. Et c'était un réfugié syrien, effectivement. Il avait ses habitudes, il était calme, poli, propre sur lui, se brossait les dents tous les soirs. Il était juste en bas de chez nous et les enfants jouaient à ses pieds tous les jours. Ils le frôlaient parfois. C'est incompréhensible, il était courtois, il nous disait bonjour. Il venait toujours à peu près à la même heure. Et le matin, quand j'emmenais mes enfants à l'école, il était déjà parti je pense, par pure gêne aussi, parce qu'il ne voulait pas nous gêner, parce qu'il était dans l'entrée, on avait les poussettes. Et donc tous les matins avant 8h, il était déjà plus là. Il était très mystérieux, secret, il ne parlait pas beaucoup. La veille du drame, je l'ai vu, je l'ai encore croisé en bas, ma fille l'a frôlé, parce qu'elle jouait juste à côté de lui. Il n'a pas eu de geste brusque. Je lui ai dit bonjour, mais il ne m'a pas répondu cette fois. C'est tout. C'était pas quelqu'un de violent ni agressif. Quelqu'un, je pense, qui cherchait à s'en sortir. C'est incompréhensible, on ne comprend pas. Et surtout qu'il a côtoyé mes enfants et les enfants des voisins pendant 7 mois. Les enfants jouaient juste à côté de lui. On le croisait plusieurs fois par jour. On est bouleversés pour les familles des victimes. Oui, il était très, très ordonné. Et puis, il n'avait pas l'air instable. Il avait l'air de vouloir s'en sortir. Et donc, ce qui me surprend, c'est que les journalistes me posent souvent la question « Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé loger ici, en bas de chez vous ?» Et moi, la question qu'on se pose, c'est comment une personne comme ça peut rester des mois dans la rue ? Pourquoi des associations ne viennent pas en fait l'aider et c'est de comprendre pourquoi des gens comme ça sont dans la rue pendant des mois et des années. Donc, on pose aussi souvent la question « Est-ce que vous regrettez de l'avoir
laissé dormir dans le hall de l'immeuble. Je pense que non, parce que peut-être qu'il aurait fait quelque chose de pire avant, j'en sais rien, mais voilà, avec nous, il a été poli, il est passé à l'acte, c'est incompréhensible. Un témoignage recueilli par Mathias Tesson pour BFM TV. Avec nous, Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV. Mélanie, quel est le parcours de l'assaillant en France ? En France, il arrive il y a quelques mois, en octobre dernier, on l'a beaucoup dit, c'est un homme syrien âgé aujourd'hui de 31 ans qui avait fui la Syrie, qui avait rencontré son épouse en Turquie et qui s'était établi en Suède, déjà il faut le préciser, il y a 10 ans, en 2013. Ils ont ensemble une petite fille âgée de 3 ans et donc il arrive en France après avoir fait étape par la Suisse et par l'Italie. Il arrive en France en octobre dernier. Il fait une demande d'asile. Il aura la réponse il y a quelques jours, 4 jours avant le drame, demande qui lui a été refusée parce qu'il avait déjà cette protection, ce droit d'asile en Suède. Et donc depuis le mois d'octobre, d'après nos informations, il errait, en fait, il squattait, on a entendu cette habitante, il squattait le hall d'un immeuble au centre-ville d'Annecy, mais ne posait aucun problème. Elle décrit un sans domicile fixe qui est très propre, qui range ses affaires, qui ne vient pas importuner les personnes qui habitent là. Elle dit, cette femme, et c'est assez fort, qu'elle passait souvent à proximité de lui avec sa poussette en rentrant le soir et qu'il n'a jamais eu aucun mot, aucun geste violent envers les enfants. Quand on sait ce qui s'est passé après, évidemment, ça pose question. En tout cas, quelqu'un qui ne faisait pas parler de lui et qui est resté plutôt isolé, qui ne cherchait pas à fréquenter les foyers d'accueil, les associations, etc., jusqu'à ce qu'il passe à l'acte et qu'il soit placé, évidemment, en garde à vue par la suite. Oui, c'est ça. Il y a donc eu ce passage à l'acte donc inexplicable pour les gens qui connaissaient, qui le côtoyaient. En tout cas, la conséquence, c'est qu'il se trouve désormais en détention provisoire au centre pénitentiaire de d'Éton en Savoie. Il a été placé dans une cellule anti-suicide à l'isolement. De quoi s'agit-il ? Oui, le but, c'est de protéger à la fois le suspect, enfin le prévenu de lui-même et des autres co-détenus. Il est bien sûr placé à l'isolement, mais il y a une sécurité en plus qui a été mise dans une cellule qu'on appelle cellule anti-suicide. Il peut y être placé pour quelques jours, quelques semaines, mais rarement beaucoup plus. C'est une cellule qui est dénuée de tout objet, de tout élément qui pourrait permettre de passer à l'acte et de mettre fin à ces jours. Par exemple, je vous donne un exemple, dans ce genre de cellule, il y a des matelas anti-feu, des draps et des couvertures qui sont indéchirables. Généralement, le détenu porte aussi un pyjama en papier à usage unique pour éviter qu'il ne se pende avec. C'est terrible à dire, mais c'est déjà arrivé dans le passé. Donc, il est placé à l'isolement, bien sûr. Et dans cette cellule, il y a, d'après nos informations aussi, des caméras de vidéosurveillance, ce qui veut dire qu'il est surveillé H24, en plus des rondes qui sont effectuées par le personnel de l'établissement pénitentiaire. Donc, une sécurité renforcée. Pour quel but ? Évidemment, pour qu'il puisse répondre aux questions des juges et pour qu'un jour, il soit en capacité d'être jugé par une cour d'assises si son état mental le permet. Et pour l'instant, il ne parle toujours pas. Mélanie, également dans l'actualité, ce drame survenu hier soir à Plonévet du Faou, c'est dans le Finistère. Une fillette de 11 ans a été tuée par balle par les tirs d'un voisin. Ses parents ont été blessés. Le parquet de Quimper a publié un communiqué il y a quelques minutes pour donner des précisions sur les faits. Oui, effectivement. Tout se joue hier soir en seconde partie de soirée, un petit peu avant 22h. Un voisin, un homme de 71 ans, de nationalité néerlandaise, surgit soudainement, c'est ce qu'écrit la procureure de Quimper dans son communiqué, et tire sur la famille qui est dans la maison, qui habite la maison mitoyenne à celui-ci, cette famille qui se trouve vers 22h dans son jardin. Il tire à plusieurs reprises avec sa carabine sur eux, et dans ce drame, il y a une petite fille de 11 ans qui perd la vie. C'est la petite sœur de 8 ans qui parvient à prendre la fuite et qui va se réfugier chez les voisins qui donnent l'alerte. Quand les secours arrivent sur place, ils retrouvent donc les parents qui sont tous les deux blessés. Le père est grièvement blessé, il a son pronostic vital engagé, un homme âgé de 52 ans blessé à la tête. La mère de famille qui a 49 ans est elle aussi blessée au dos et à la tête, mais son pronostic vital n'est pas engagé. La petite fille de 11 ans est donc décédée. Elle a dû recevoir une balle, un tir d'arme à feu. Sa petite sœur est saine et sauve, mais évidemment très choquée. L'homme qui a tiré se réfugie à l'intérieur de son domicile. Il faut l'intervention à la fois des gendarmes et du négociateur du GIGN pour qu'il se rende. Lui et son épouse sont interpellés à 23h et sont bien sûr placés en garde à vue. Est-ce que l'on sait plus, Mélanie, sur le mobile éventuel de ce drame ? Alors évidemment, pour l'instant, il est trop tôt. Ça fait même pas 24 heures de garde à vue pour que l'on
pour que l'on soit sûr du mobile. Néanmoins, la procureure, dans son communiqué, fait part d'un possible conflit de voisinage qui opposait les deux familles pour un motif sans doute futile, évidemment, quand on voit la gravité des faits, pour une question de parcelle, d'une parcelle de terrain qui jouxtait les deux propriétés. C'est la raison pour laquelle ces deux familles étaient en conflit, et c'est visiblement peut-être la première raison qu'a avancé l'homme de 71 ans placé en garde à vue. Une enquête préliminaire a été ouverte pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, donc pour le meurtre de la petite fille qui est précisément âgée de 11 ans, et pour tentative d'homicide volontaire. Je le disais, la garde à vue se poursuit. On aura peut-être davantage de précisions dans les prochaines heures. Merci beaucoup Mélanie. On reparlera bien sûr de cette actualité dans notre prochain journal à 16h30. Il est 16h14. À Cléry-Saint-André dans le Loiret, 8 personnes invitées à un mariage ont été renversées hier par un véhicule devant la mairie. Une seule personne est encore en urgence absolue pour un traumatisme crânien. Maude Petit-Jevet, vous êtes sur place pour BFM TV. Maude, que s'est-il passé ? À 14h hier, 75 invités étaient présents sur le parvis de la mairie juste derrière moi. Ils attendaient le début de la cérémonie lorsqu'un véhicule est arrivé et les a percutés. 10 personnes, une dizaine de personnes ont été percutées, 8 personnes ont été blessées. La majorité ont été envoyées directement au centre hospitalier d'Orléans. Aujourd'hui, vous le disiez, une personne reste en urgence absolue pour traumatisme crânien. Le reste des invités hier dans l'après-midi a été pris en charge par une cellule d'urgence médico-psychologique jusque tard hier soir, et elles ont été écoutées par plusieurs psychologues. Alors aujourd'hui, de ce drame, il ne reste plus que des marques oranges au sol, placées pour l'enquête. Mais dans la rue, les habitants se disent encore sous le choc de la scène de joie pour cet heureux événement. Nous sommes passés directement à l'horreur en seulement quelques minutes. Mais très vite, la solidarité s'est mise en place. Je vous laisse écouter leur témoignage. On a entendu un gros bruit avec des gros éclats de voix et on est sorti tout de suite pour voir ce qui se passait en fait. Et puis on a essayé d'aider au mieux jusqu'à temps que les pompiers arrivent. Bon, déjà on a fait les soins de premier secours et puis avec tout ce qu'on avait chez nous, des compresses, de linge propre pour essayer un maximum de nettoyer, de voir un peu ce qui se passait. Je pense aux gens aussi qui voulaient se marier hier, c'est pour eux... C'est irréel, c'est moche, c'est... voilà. Le conducteur est un homme de 48 ans. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule. Il n'a pas pris la fuite après l'accident. Il s'est arrêté net, juste derrière moi, un petit peu plus haut. Il a été placé directement en garde à vue. Des tests ont été réalisés pour les stupéfiants et l'alcool. Ils sont négatifs. L'enquête suit son cours. Merci Maude Petit-Jevet avec Juliane Roland à Cléry-Saint-André pour BFM TV. Et puis l'attention se poursuit à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique où Dorothée Pacaud a pris la succession de Yannick Morez, l'ancien maire de la commune. Et déjà, la nouvelle maire a été prise à partie par des opposants, notamment d'extrême droite, Camille Plaisant et Quentin Duval. À peine élue, la maire de Saint-Brévin est interpellée par des militants anti-migrants. J'espère que vous ferez une minute de silence pour les petits-enfants d'Annecy. Mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur? Bah, vous l'avez pas faite. Vous l'avez pas faite, la minute de silence. Mais la minute de silence ne sert à rien. C'est pas ça qu'on réclame. Vous faites de la récupération et de l'amalgame et c'est assez scandaleux. Au cœur de la discorde, la création dans cette commune d'un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile. L'ancien maire de Saint-Brévin avait subi à l'époque plusieurs menaces et violences, ce qui l'avait poussé à démissionner. Une nouvelle élection dans une ambiance tendue. Une dizaine de jeunes militants d'extrême droite ont fait irruption devant la mairie, fumigène à la main. Ils ont crié hier Annecy, demain Saint-Brévin. Très vite, les manifestants ont été évacués par les gendarmes. Pour la nouvelle édile, ce n'est pas une surprise. Je m'attendais un peu à cette entrée en matière musclée. Je m'étais préparé à ça. Donc voilà, on sait qu'il y a un contexte qui est peut-être un petit peu compliqué, mais pour autant, je suis très sereine. Les habitants de Saint-Brévin condamnent eux aussi cette manifestation. Bah écoutez, c'est bien dommage, parce que déjà, monsieur le maire, c'est affreux ce qui lui est arrivé. Et faire ça encore hier, c'est lamentable. On se demande ce que va devenir Saint-Brévin. Et ça va s'arrêter où exactement? Je pense qu'on peut tous trouver une solution, tous ensemble, sans qu'il y ait besoin d'avoir ce genre de choses dans une petite ville comme celle-ci qui plus est. La nouvelle maire l'assure, les travaux de ce centre d'accueil se poursuivent. Il devrait ouvrir d'ici la fin de l'année.
À suivre sur BFM TV, nous reviendrons sur cette information de la journée. Une fillette de 11 ans a été tuée par balle par les tirs d'un voisin dans le Finistère. Son père est grièvement blessé. À l'origine d'un conflit de voisinage depuis de nombreuses années. Nous reviendrons sur cette information dans notre prochain journal. Ainsi que sur cette cérémonie d'hommage ce matin à Annecy. Nous ferons face ensemble, a indiqué le maire de la ville, alors que l'assaillant qui a donné des coups de couteau à 6 personnes, dont 4 enfants, a lui été placé dans une cellule anti-suicide en Savoie. Événement BFM TV et vous. BFM TV fait son tour de France et part à votre rencontre. Toute l'année, les journalistes de BFM TV s'invitent chez vous pour répondre à toutes vos questions. Rendez-vous à la Chambre d'industrie et de commerce de Nice, vendredi 16 juin à 14h. Venez échanger avec Alain Marchal et Laurie Canac sur les coulisses de leur métier. Contactez-nous par mail sur communication@bfmtv.fr. Électrique, 100% plaisir de conduire. Choisissez votre BMW 100% électrique et profitez d'un an de recharge Ionity illimité. Oui, Tom, qu'est-ce que tu fais? Je prends mon goûter. Mais enfin, je t'attends chez U, moi, pour faire les courses. Mais non, t'es chez U. Hein? Oui, pour les produits à prix coûtant. Prix coûtant, c'est chelou ça, c'est un prix qui coûte. Un prix qui coûte? Oh là là, c'est de te parler qui me coûte, hein. Bon, allez, bouge-toi. 150 produits U à prix coûtant. Comme cette crème glacée à la vanille U à 1,65 €. Des valeurs fortes et des prix bas. Les mecs chez U, c'est pas avec cette brioche qu'ils vont gagner leur croûte, hein. Merci, pardon. Il y a des personnes qui nous accompagnent dans les étapes de la vie. Il y a des personnes qui comptent. Il y a des personnes qu'on n'oublie pas. arthurimo.com. Continuons à écrire votre histoire ensemble. Évaluez votre bien sur arthurimo.com. Depuis toujours, Ford innove pour démocratiser l'automobile. Pour fêter ses 120 ans, Ford vous propose des offres anniversaires exceptionnelles, comme Puma hybride 85 à partir de 199 € par mois et qui vous accompagnera quel que soit votre terrain de jeu. Alors, lancez-vous. Portes ouvertes les 10 et 11 juin. On a tous plusieurs vies en une journée. Surtout quand on est parent. T'as pas vu mes lunettes? Elles sont sur ta tête, maman. Ou que comme moi, on gère un restaurant et les coups de rush. On envoie le 3 plats du jour, les amis. Tout en gardant du temps pour rester sportive. Enfin, j'essaye. Et profiter des soirées à deux. La bleue ou la rouge? La bleue. Chez Optical Center, allez de pair avec la vie que vous menez. Bénéficiez de l'offre unique, moins 40% sur la première paire, plus une seconde paire offerte. Même de luxe. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important, .fr. Le jour où nous partirons, nous voulons avoir tout prévu pour nous, mais surtout pour ceux que nous aimons. Alors nous avons fait appel à PFG. Parce que prévoir, c'est aussi penser à vos proches. En ce moment, chez PFG, 200 € vous sont offerts en souscrivant un contrat prévoyance. PFG, célébrer une vie. Avec Bip & Go, ne vous arrêtez plus au péage. En ce moment, profitez de 15 mois offerts. Rendez-vous sur bipandgo.com. Cet été, vous retrouvez votre fils en Suède. C'est drôle, la Suède. C'est le pays du hareng. Et vous adorez ça. Sauf celui-là. Celui-là, vous l'aimez un peu moins. La France, l'Europe, le bassin méditerranéen des 34 €. Transavia, les destinations qui vous sont chères, moins chères. Sous le canapé, je gère. Super flexible, ça dépoussière. Les mains prises, pas de soucis. La brosse enlève, tu souris.
Jusqu'à 80 € remboursés ou une batterie supplémentaire offerte. Nettoyez facilement avec le nouvel Unlimited Set de Bosch. Hey now. Confort, convivialité, concert. Cet été, retrouvons-nous pour partager des moments Ibis. Coucou Serge. Oh zut, j'étais sûre que vous rentriez le 23. Bon bah rappelez-moi à votre tour. Bisous. Pas grand-chose. C'est ce qui s'est passé chez Jeanne et Serge pendant leurs vacances. Et c'est aussi ce qu'ils payent pour protéger leur domicile. Orange Maison Protégée, alarme et télésurveillance. Orange. Petit à petit, les algorithmes nous enferment dans une bulle. Il est temps de s'ouvrir à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter. Avec nos 5500 conseillers passionnés, libérons la culture. Fnac. Vouloir plus. C'est humain de vouloir plus. Plus d'espace. Plus de temps. Et encore plus de tout. Chez Guy Hockey, c'est notre métier de donner plus. Guy Hockey, l'immobilier avec un grand plus. Parce qu'il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, pour toute monture solaire achetée, les verres à votre vue sont offerts. Écoutez Voir, optique et audition, Mutualis. Dispositif médical. Ma cliente, elle est restauratrice. Elle a une fissure. Elle s'est dit « Oh, la galère !» Non, pas avec Carglass. Pour vous, on a toujours une solution. Le rendez-vous, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Les papiers, on pré-remplit votre déclaration. Vous n'avez plus qu'à signer. Une franchise à payer? Non, chez Carglass, pour la majorité de nos clients, c'est 0 franchise. Et quoi d'autre? Les balais d'essuie-glace Bosch. En ce moment, pour vous, c'est gratuit. Le service Carglass, c'est 0 contrainte. Alors votre rendez-vous, c'est sur carglass.fr. Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver sur notre site. Carglass remplace. J'ai quoi comme choix de contraception? Tout le monde se pose des questions sur la sexualité. Et tout le monde peut trouver des réponses sur questionsexualité.fr. Votre météo avec la douche solaire Ozlock. Eau rafraîchissante ou chauffée par le soleil. Ozlock, la douche économe. Détendez-vous devant votre programme avec Europe Assistance. On peut s'en passer, sauf quand on en a besoin. Regardez la météo avec Abeille Assurance. Abeille Assurance, donnez des ailes à votre avenir. Encore des conditions sous surveillance, puisque nous n'en avons pas fini avec cette instabilité sur de nombreuses régions. Encore pour cette journée de dimanche, l'axe principal à surveiller va s'étendre ce dimanche des régions du nord jusque sur le sud-est. Encore, toujours par évolution diurne, des orages parfois forts, parfois accompagnés de grêles qui, en peu de temps, peuvent déverser de bons cumuls de pluie. Soyez prudents. Demain matin, on va retrouver encore et déjà de l'instabilité sur le sud-ouest, sur le centre-est, jusque sur l'arrière-pays provençal. Tout cela aura tendance à remonter, mais dans une moindre mesure vers l'Île-de-France. Il y aura pas mal de nuages bas près des côtes de la Manche. Ailleurs, ce sera plutôt ensoleillé, toujours très largement ensoleillé sur le quart nord-est et notamment sur l'Alsace. Vous conserverez d'ailleurs encore dans l'après-midi de très belles éclaircies des Hauts-de-France jusque sur l'Alsace. On retrouvera en revanche cette activité de plus en plus marquée qui gagnera du terrain sur une très large moitié sud jusque vraiment sur le sud de l'Île-de-France. Donc de l'instabilité généralisée, des orages toujours parfois forts accompagnés de grêles, prudence. Les températures, encore un temps lourd et donc orageux évidemment en matinée. Déjà 17 à Lille, à Paris, 18 degrés sur le sud-ouest, 21 entre Perpignan et Nice. Et dans l'après-midi, ça monte encore d'un cran sur les régions du nord. Regardez sur le quart nord-est, on sera dans des valeurs comprises entre 29 et 32 degrés. Ce sera pour Lille, 30 degrés à Dijon, 31, ce sera pour Strasbourg. Et c'est d'ailleurs là qu'il fera le plus chaud. On attend 28 degrés de moyenne sur le sud-ouest, 28 également à Marseille. Un coup d'œil rapidement à votre journée de mardi avec encore ce même scénario dans un flux continental, de très larges éclaircies au nord, de l'instabilité orageuse toujours sur la moitié sud. Votre météo avec la douche solaire Ozlock. Eau rafraîchissante ou chauffée par le soleil. Ozlock, la douche économe. Détendez-vous devant votre programme avec Europe Assistance. On peut s'en passer, sauf quand on en a besoin. Regardez la météo avec Abeille Assurance. Abeille Assurance, donnez des ailes à votre avenir.
C'est évidemment une bonne nouvelle, hein, les pluies de ces derniers jours sur des sols vraiment trop secs. Donc la situation s'est nettement améliorée, évidemment, sur la moitié sud. Alors on a encore quelques zones quand même sur le sud-ouest, dans la vallée du Rhône, où là c'est encore un peu trop sec. Et puis quand même, l'hydratation gagne un petit peu de terrain sur les régions du nord, mais majoritairement sur une petite moitié nord, ça reste encore beaucoup trop sec. On va voir l'état des nappes phréatiques qui restent encore le plus souvent à des niveaux modérément bas ou très bas sur quelques départements. Et évidemment, là, la situation va avoir du mal à s'améliorer étant donné que la période de recharge est terminée. 16h30 sur BFM TV à la une de l'après-midi info. Cet enfant de 11 ans tué par des coups de feu tirés par un voisin qui a également blessé ses parents. Une fillette qui a été tuée et son père dans une situation grave. Probablement la triste conséquence d'un long conflit de voisinage dans la commune bretonne de Plovenay-du-Faou. C'est la cadette de la famille indemne qui a donné l'alerte. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire. Solidarité et recueillement, un rassemblement citoyen a eu lieu en fin de matinée à Annecy. Au programme notamment un hommage aux 6 blessés et des remerciements à ces héros du quotidien qui ont tenté de maîtriser l'assaillant ou de secourir les victimes. Il n'y a pas d'autre choix que de répondre par l'unité, a déclaré le maire de la ville dans son discours. Et puis l'église de Carnac vandalisée, tout rasé comme les menhirs. Une nouvelle intimidation taguée sur la façade de l'édifice classé aux monuments historiques. Après les menaces envoyées au maire de la commune par des opposants au projet très controversé de construction d'un magasin de bricolage et dont un archéologue amateur estime qu'il aurait détruit une quarantaine de petits menhirs. Et tout d'abord, ce drame survenu hier soir à Plonevé-du-Faou, dans le Finistère. Une fillette de 11 ans a été tuée par balle par les tirs d'un voisin. Ses parents ont été blessés. Mélanie Bertrand, le parquet de Quimper apporte quelques précisions dans son communiqué il y a quelques minutes. On en sait plus, notamment sur les faits. Oui, effectivement, ça se passe hier soir, un petit peu avant 22h, dans cette toute petite commune. On est entre Quimper et Morlaix. Un homme de 71 ans surgit avec sa carabine et tire à plusieurs reprises sur la famille qui habite la maison juste à côté de la sienne. Une famille qui est à ce moment-là dans son jardin, en train de passer tranquillement leur soirée. Dans ce drame, il y a une petite fille de 11 ans qui est touchée par les tirs, qui va décéder sur place. C'est sa petite sœur de 8 ans qui parvient à prendre la fuite, qui se réfugie chez des voisins et qui appelle les secours. Et quand les secours arrivent, ils retrouvent les parents de ces 2 enfants également blessés. Il y a le père de 52 ans qui est blessé à la tête, qui est grièvement blessé. Son pronostic vital reste engagé aujourd'hui. Son épouse de 49 ans est-elle également blessée à la tête et au dos, mais ses jours ne sont plus en danger. Il y a donc cette petite fille de 11 ans qui est touchée par les tirs et qui va décéder. À l'origine de ce drame, vous le disiez, un possible conflit de voisinage. Est-ce qu'on en sait plus sur le mobile? C'est un peu tôt, évidemment, Mélanie. C'est un peu tôt parce qu'effectivement, l'homme de 71 ans, donc, qui a été interpellé au cours de la soirée par les gendarmes, a été placé en garde à vue dans la soirée. Donc là, on est dans les premières heures de l'enquête. Mais effectivement, la procureure précise qu'il y a un possible conflit de voisinage à propos d'une parcelle qui jouxte les 2 maisons de ces 2 familles qui seraient potentiellement à l'origine de ce conflit. Lui et son épouse donc ont été interpellés hier soir et ils sont donc placés toujours en garde à vue. Et vous le disiez, donc ces 2 personnes sont en garde à vue. L'enquête, ça y est, a été ouverte. Oui, le parquet de Quimper a donc ouvert une enquête pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, en l'occurrence sur cette jeune enfant de 11 ans qui est décédée, pour tentative d'homicide, puisque les 2 parents ont été également touchés, visés par les tirs. C'est potentiellement le parquet de Brest qui pourrait reprendre la suite de l'enquête. Merci Mélanie, merci pour toutes ces précisions, cette information que nous allons bien sûr continuer à développer dans nos éditions cet après-midi. L'empathie et le courage forment le premier rempart contre la folie humaine. 3 jours après l'attaque au couteau à Annecy, le maire s'est exprimé à l'occasion d'un rassemblement citoyen. Ce dimanche, en fin de matinée, vous avez pu le suivre avec nous en direct sur BFM TV. Oui, des discours, des chants, du recueillement. Un hommage a été rendu dans le parc du Paquier aux 6 blessés, dont 4 enfants, victimes de l'assaut de ce réfugié syrien, désormais en détention provisoire. David Kouloum, Valentin Rivolier, Dorine Jarnias avec Théo Bassilana. Sous un soleil radieux et accompagné d'une mélodie de Juliette Gréco, le maire d'Annecy compte bien parler d'amour et d'union dans son discours. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Ce lieu nous permet aujourd'hui de faire preuve d'une vraie solidarité.
Il n'y a pas d'autre choix que de répondre par l'unité, par la communion et par l'espoir. Ces mots-là, nous devons les faire vivre, les défendre à tout prix. Des plus grands aux plus petits, ils sont des centaines à s'être réunis ce dimanche au bord du lac d'Annecy, à quelques mètres du lieu de l'attaque. Le visage grave, les pensées dirigées vers les 6 victimes, dont les 4 enfants. S'en prendre à des enfants, attenter à leur intégrité physique, c'est évidemment ce qu'il y a de plus lâche. Parce que l'enfance est sacrée. Elle représente la vie et même davantage, c'est la poésie de la vie. À la fin des hommages à l'unisson, le public lance une Marseillaise. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Une communion pour célébrer les victimes et les héros de l'attaque. C'était important pour moi d'être ici. Je suis annécienne, je suis une maman, je suis une mamie. J'ai joué dans le square où il y a eu l'attentat. Et voilà. Moi, il fallait qu'il soit là, présent. Tout le monde semblait uni, qu'il y avait une solidarité, de voir que les gens ne vont pas oublier. C'était aussi pour rendre hommage à tous les soignants d'Annecy, Genève, Grenoble, donc qui prennent en charge ces enfants. Une fresque a été offerte à la ville pour rendre hommage aux victimes. 3 personnages réunis autour de la même lumière et du même paysage, celui du lac et du parc d'Annecy. Votre beau discours. Le rassemblement a également été l'occasion de saluer le courage de ces quelques anonymes qui ont essayé de stopper l'assaillant ou de porter assistance aux blessés. Marilyn est l'une d'entre eux, mère de famille, assistante maternelle et réserviste de la gendarmerie. Elle est intervenue jeudi pour tenter de sauver les enfants blessés. Alors moi je suis arrivée, je pensais au départ que c'était la mamie qui avait été touchée puisque je l'ai vue se débattre avec l'assaillant à main nue. Il faut le dire, elle a eu un courage exemplaire et ça me brise le cœur juste d'en parler quand je revois la scène. Elle ne pouvait pas faire grand-chose, la pauvre elle était toute seule à ce moment-là. Donc je comprends en fait vite que ce sont les 2 petits qui ont été touchés et pas la dame. Et là, ben oui, forcément, on est formé au premier secours en tant qu'assistante maternelle et en tant que gendarme réserviste, un double casquette. Donc forcément, oui, on prodigue les premiers secours comme on peut et surtout sur 2 petites jeunes victimes, si jeunes en tout cas. En fait, je reste choquée, un peu sidérée, un peu bouche bée en fait. J'ai encore du mal à remettre tout dans l'ordre et à réaliser qu'en fait ça s'est vraiment passé et qu'on parle d'une ville comme Annecy, d'un parc pour bébés, qu'on parle de très jeunes victimes de 2 ans, donc l'incompréhension, ouais, complètement. Parmi ces 6 victimes de l'attaque, seul l'un des 2 adultes est sorti de l'hôpital. Les 5 autres sont toujours hospitalisés, mais leurs pronostics vitaux ne sont plus engagés. C'est ce qu'a précisé hier la procureure de la République d'Annecy. Alizée Boissin, vous êtes devant le CHU de Grenoble. Là-bas, 3 des 4 enfants sont pris en charge toujours. Quelles sont les dernières nouvelles sur leur état de santé ? Bien écoutez, elles sont plutôt bonnes. En tout cas, elles nous viennent directement de la procureure qui s'est exprimée hier à Annecy et qui disait donc que le pronostic vital des victimes n'était plus engagé. Notamment, on pense à ces 2 petites victimes qui étaient en urgence absolue juste après l'attaque au couteau, qui ont dû subir une chirurgie d'urgence par des chirurgiens mixtes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont dû subir une chirurgie réalisée par des chirurgiens qui ont davantage l'habitude de s'occuper d'adultes. Puis ils ont été transférés ici au CHU de Grenoble. Mais voilà, leur pronostic vital n'est plus engagé. Même constat pour la petite Britannique qui avait reçu un coup de couteau et qui est encore hospitalisée ici. La procureure a assuré qu'elle devrait pouvoir sortir dans les prochains jours. Enfin, un dernier enfant, une petite néerlandaise, est du côté de Genève en Suisse et son pronostic vital n'est pas engagé. Mais il faut évidemment être très précautionneux puisque ces enfants restent encore aujourd'hui hospitalisés et sous la surveillance des médecins. Merci beaucoup Alizée Boissin à Grenoble pour BFM TV avec Nassim Gomri. Et parmi les victimes, il y a donc Alba qui n'a que 2 ans et demi. Son arrière-grand-mère, toujours sous le choc, a livré à notre micro un témoignage très émouvant. Même si Alba n'est plus entre la vie et la mort, la petite reste encore sous surveillance. On a eu un début de bonne nouvelle, puis après, pas bonne. Alors j'attends, j'ai de l'espoir, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Jusqu'à présent, aujourd'hui, un peu. Aujourd'hui, oui. Mais on est une grosse famille, on est très proches, alors disons que pour le moment, on est tous dans la souffrance, voilà. On n'a pas l'esprit à analyser certaines choses. On pense qu'à notre petite, voilà. On n'arrive pas encore
à réaliser. Non. C'est trop dur, voilà. Sur le plan judiciaire, l'assaillant, mis en examen hier, notamment pour tentative d'assassinat, a été placé en détention provisoire. Il est au centre pénitentiaire d'Éton, en Savoie. Par sécurité, il a été placé à l'isolement dans une cellule dite anti-suicide. Le point sur ses conditions de détention, Clément Gauvin, Barnabé Hauser, Simon Pires de Souza avec Milan Argelas. Il est arrivé au centre pénitentiaire d'Éton sans dire un mot. Fouillé par le personnel, Abdel Massiach a ensuite été placé en cellule anti-suicide par le chef d'établissement. On connaît le risque suicidaire de ce détenu, donc il y a tout un protocole à mettre en place parce que la mission première de l'administration pénitentiaire, c'est de pouvoir garantir l'intégrité physique de la personne détenue afin qu'elle fasse face à la justice. Une mesure provisoire en attendant que le détenu soit pris en charge par les médecins. Pendant 24 heures, Abdel Massiach sera isolé des autres prisonniers et constamment surveillé par des caméras et des rondes fréquentes. La cellule est dépourvue d'objets ou d'éléments lui permettant de passer à l'acte. C'est une cellule qui est spécifique pour les personnes qui sont en crise suicidaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun, il n'y a pas de pater, il n'y a pas de, le matelas est mifugé, il n'y a pas de source de feu. Il peut être même habillé avec une tenue en papier qui ne lui permet pas justement d'essayer de se pendre, tout simplement. Qu'on puisse être certain qu'il n'attend pas ces jours. Seul dans sa cellule, il l'est aussi lors d'activités ou durant les promenades. En revanche, il conserve son droit de communiquer avec l'extérieur de la prison, par écrit, par téléphone ou lors de visites. Il y a un accueil qui est obligatoire pour tous les détenus, peu importe des faits qu'ils ont commis à l'extérieur. Comme il est à l'isolement, il devra être vu 2 fois par semaine par un médecin. L'administration pénitentiaire et la justice pourront, entre autres, décider de l'entendre à nouveau. Jusqu'à présent, le suspect ne dit rien de ses motivations et reste mutique face aux enquêteurs. Nous sommes en direct avec maître Pierre-Henri Bovis. Bonjour, merci d'être avec nous, avocat pénaliste au barreau de Paris. D'abord un mot, maître, sur cette cellule anti-suicide dont on entendait parler dans ce sujet. Quelle est la spécificité d'une telle cellule et est-ce que selon vous c'était indispensable de mettre ce détenu, cet assaillant dans ce genre de cellule ? Écoutez, les caractéristiques de cet individu sont si particulières, surtout dans ce dossier, qu'effectivement, je pense que cette cellule était indispensable. Il faut rappeler qu'il n'y a aucune coopération de la part de cet individu, c'est-à-dire que vraiment, à l'horreur s'ajoute l'indécence, c'est-à-dire qu'on aurait pu attendre de sa part une coopération. Alors évidemment, pas de réponse, tellement la question peut paraître totalement surréaliste de savoir pourquoi elle s'attaque à des enfants, mais du moins, on aurait pu s'attendre à des explications, notamment quant à son parcours, pourquoi il est resté en France. Il est resté totalement mutique en garde à vue et ensuite, devant le juge d'instruction, apparemment, en tout cas de ce qu'on sait, il n'a strictement rien dit. Donc on sait qu'effectivement, il a une personnalité particulière et que donc il pourrait effectivement attenter à ses jours. Et donc le juge d'instruction ne pourrait pas creuser davantage ce dossier, ce qui serait problématique puisque au-delà même de ce fait divers totalement dramatique, se posent plusieurs questions. Notamment la question de la politique migratoire au sein de l'Union européenne et notamment en France et les raisons pour lesquelles il est venu en France. Donc il y a toute une série de questions qui se posent et qui vont devoir se poser et donc c'est la raison pour laquelle évidemment il faut prendre un maximum de sécurité pour justement garder cet individu sous la main de la justice et qu'il puisse à un moment donné répondre aux questions soit par le biais de son avocat, soit directement par l'intervention du juge d'instruction. Maître Bovis, pour en revenir aux conditions de détention du mis en examen, on parlait de cet isolement. On a donc compris que ça servait tout d'abord à le protéger de lui-même, puisqu'il y a eu des signes, en effet, qui montraient qu'il voulait attenter peut-être à ses jours. Il en a parlé en tout cas. C'est aussi pour le protéger d'autres détenus. Et exactement, vous avez tout à fait raison. Il faut savoir que, notamment, il y a certains codes en prison en détention, notamment lorsque vous êtes suspecté de viol, suspecté d'agression sexuelle, ou alors lorsque vous êtes suspecté d'atteinte, de délit ou de crime directement sur des enfants, il faut savoir que vous risquez déjà de supporter des coups de la part d'autres détenus et qu'effectivement vous pouvez être passé à tabac, pardon l'expression, mais directement par d'autres détenus lorsque vous êtes qualifié de ces 3 crimes-là ou de ces 3 délits. Donc pour ces raisons, que ce soit pour sa sécurité à lui ou pour la sécurité des autres, effectivement, il est placé à l'isolement. Et donc, il est visité par un médecin 2 à 3 fois par semaine
pour justement voir s'il va bien et si du moins il ne supporte pas des coups d'autres personnes ou si du moins il n'essaie pas d'atteindre sa vie. Donc ça veut dire qu'a priori ce détenu restera toujours à l'isolement, en tout cas jusqu'à son procès. Qui décide d'ailleurs de la sortie de l'isolement? Comment ça se passe concrètement? Alors non, ça ne veut pas forcément dire qu'il restera toute la durée de sa détention à l'isolement. Ça peut évidemment changer. C'est le juge d'instruction notamment qui peut en décider notamment, pas seulement mais notamment, mais tout va dépendre ensuite des conditions dans lesquelles il va évoluer en prison. Donc il y a des rapports qui sont dressés par le service pénitentiaire et en fonction de ces rapports, on peut décider de le retirer de l'isolement ou pas. Il faut savoir que l'isolement est un mécanisme assez lourd et assez coûteux. Et donc évidemment, c'est à chaque fois mis en place avec parcimonie. Donc ça va dépendre, encore une fois, des caractéristiques de l'évolution de l'individu en prison et ensuite de l'évolution notamment de l'entourage et de la manière dont il est perçu. C'est la question que j'allais vous poser, comme vous le dites, parce que ces conditions d'incarcération, elles nécessitent des surveillants qui surveillent 24 heures sur 24 cette cellule. Il y a des caméras, il y a beaucoup de personnel pénitentiaire à mobiliser. Vous le disiez, il y a peu de personnes, peu de détenus qui sont concernés. Est-ce qu'on a un chiffre à peu près ? Non, je ne pourrais pas vous donner de chiffres. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, vous avez des individus, c'est assez ciblé, notamment toutes les personnes suspectées d'alliance avec un État étranger, donc notamment suspectées de terrorisme, ou alors dans des cas très particuliers, sur des crimes avec actes de barbarie, etc. Et donc là, effectivement, vous pouvez avoir des individus placés à l'isolement dans de telles conditions. Mais évidemment, ce chiffre est restreint, notamment parce que c'est extrêmement coûteux, ça mobilise des moyens humains, évidemment des moyens matériels conséquents, et comme vous le dites, avec une surveillance qui est évidemment accrue par rapport à d'autres détenus. Il faut savoir que les prisons aujourd'hui en France sont occupées à peu près à 125% en moyenne sur le sol métropolitain. Donc évidemment, on est au-delà des capacités et donc c'est la raison pour laquelle vous êtes placé à l'isolement vraiment dans des conditions très particulières en fonction du délit ou du crime dont vous avez été suspecté d'avoir commis pour la détention provisoire et ensuite lorsque vous êtes incarcéré, évidemment là aussi ça va dépendre du crime ou du délit pour lequel vous avez été sanctionné. Et donc, comme je le dis, c'est avec parcimonie, parce que les prisons sont évidemment surpeuplées, ça demande beaucoup de moyens matériels et beaucoup de moyens financiers. Merci beaucoup, Maître Bovis, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi en direct sur BFM TV. 16h46 à Carnac, en Bretagne. L'église Saint-Cornélie a été retrouvée vandalisée ce matin. Un tag écrit sur la façade fait référence au projet controversé de construction d'un magasin de bricolage. Célia Justfredi est notre envoyée spéciale devant cet édifice. Oui, c'est assez impressionnant. Cette nuit, regardez, l'église de la ville de Carnac, un joyau du XVIe siècle, a été tagué. Alors ce matin, les services de la ville ont effacé la plupart des graffitis, mais on peut encore en voir ici sur les portes de l'entrée de cette église et lire donc tout rasé comme les menhirs. Alors cela fait écho à la dernière polémique qu'il y a dans cette ville. En effet, un monsieur bricolage est en train d'être en construction dans une zone industrielle un peu en dehors de la ville et des menhirs auraient été détruit pour la construction de ce monsieur bricolage, mais pour le moment on ne sait pas encore la valeur historique, archéologique de ces menhirs. En plus, il ne faut pas s'imaginer ceux que l'on voit sur les abords des routes de Carnac dans des gros menhirs, ce n'est pas le cas. On parle ici d'un muret de pierre d'environ 60 cm. Alors ici, cela fait débat, surtout que le maire est menacé depuis plusieurs jours de mort, ainsi que sa famille. On a pu lire « on va brûler ta maison » par exemple, des menaces très importantes à tel point que le maire est placé sous protection policière au cas où, à cause de ces menaces. On vient d'assister à une petite manifestation, une dizaine de personnes qui étaient présentes devant le monsieur bricolage, mais plein d'habitants nous disent ici qu'il ne s'agit pas vraiment de vrais menhirs, historiques. Alors ici, ça fait débat, mais comme vous pouvez le voir, certaines personnes continuent donc de taguer certains endroits comme cette église, un joyau du XVIe siècle. 16h47, votre chronique santé, prenez soin de vous. Votre programme avec Hyperbureau, fournisseur de tous vos équipements pour votre bien-être au bureau. Hyperbureau, hyper pro, hyper proche. En rapportant mes médicaments non utilisés en pharmacie, je participe à la protection de l'environnement. Votre programme avec Cyclamed.
Pour faire simple, le service d'accès aux soins est parti d'un constat. Au moins la moitié des appels reçus par le centre 15, le SAMU, ne relèvent pas d'une urgence vitale. Et donc elle est tombée d'une chaise à 11h30, suite à une mauvaise manœuvre ou parce qu'elle a eu un malaise? D'accord, je vais vous demander d'aller à côté d'elle et je vous mets en relation avec le médecin, ne quittez pas. Et en fait, ce système est mis en place pour éviter que des patients attendent des heures et des heures aux urgences, parce que c'est le vrai problème, alors que ce ne sont pas des urgences. Et donc là, un système concret a été mis en place de partenariat entre la ville et l'hôpital, avec d'ailleurs des médecins régulateurs qui ne sont pas que des médecins urgentistes et peuvent tout simplement donner des conseils. Ou bien orienter vers un cabinet de radiologie ou toute autre consultation disponible en ville, régler en fait tout ce que l'on appelle les soins non programmés. Sur les 220 000 appels que nous recevons annuellement au SAMU, au centre 15, 50% des patients ne vont pas à l'hôpital parce que le médecin régulateur de la permanence des soins ou du SAMU donne un conseil médical, conseille d'aller voir le médecin traitant ou trouve dans l'offre de soins non programmés proposée en ville une solution pour éviter aux patients d'aller à l'hôpital. Grâce aux moyens supplémentaires du SAS, ce chef de service a pu rénover la plateforme d'appel, embaucher une vingtaine d'assistants de régulation médicale pour décrocher et 2 médecins généralistes en plus. Alors, des embauches qui sont en vue ces prochains mois, parce qu'on le sait, la consigne est donnée de façon très régulière, elle vous est rappelée d'ailleurs, eh bien, il faut appeler le 15 avant de vous rendre aux urgences. Et d'ailleurs, ce service anticipe une augmentation de l'ordre de 30% des appels. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre programme avec Hyperbureau, fournisseur de tous vos équipements pour votre bien-être au bureau. Hyperbureau, hyper pro, hyper proche. En rapportant mes médicaments non utilisés en pharmacie, je participe à la protection de l'environnement. C'était votre programme avec Cyclamed. C'est la fin de l'après-midi info. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur BFM TV. Dans un instant, c'est BFM Story Weekend présenté par Ronald Guintranche qui reviendra sur cette cérémonie d'hommage, de recueillement, de soutien aux victimes de l'attaque qui a eu lieu jeudi à Annecy. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir.